Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger la partie F du DS6. On étudie dans un premier temps un montage très simple, c'est des circuits RC. Donc on va passer en revue des résultats vraiment très classiques sur ce montage. Puis après on attaque celui que vous voyez qui est un petit peu plus compliqué. Alors le sujet le voici. On va déterminer dans un premier temps l'équation différentielle et puis la résoudre. Ensuite on a une étude énergétique et enfin on étudiera le circuit un petit peu plus compliqué à la fin. Alors on va commencer la résolution. Donc on a un circuit RC, donc une résistance ici, le condensateur, la tension aux bornes de C on l'appelle U, le courant qui circule dans la maille, l'intensité c'est I, et je l'ai orienté comme vous le voyez. On a l'interrupteur et une source de tension E qui est ici. Et on ferme le circuit en mettant à la masse. Donc vous devez comprendre que les masses sont reliées entre elles. Quand on ne voit pas de fil, mais en fait le fil, il y a effectivement un fil qui relie les deux masses. Et le potentiel vaut 0. On écrit la loi d'Ohm, donc je vais l'écrire directement sur le schéma. Donc RI, il est comme ça. Donc on a une loi d'émail. À partir du moment où j'ai fermé l'interrupteur, pour T positif, on a fermé l'interrupteur. On a la tension E qui vaut RI plus U. On a la loi pour le condensateur. C'est I égale C D2U sur D2T. Donc il suffit de regarder le schéma. L'intensité, enfin le courant qui traverse le condensateur a une intensité I, et la tension aux bornes du condensateur c'est U, donc c'est I égale C D2U sur D2T. La loi d'Ohm, elle est directement écrite sur le schéma. Bon, une fois qu'on a écrit tout ça, on a immédiatement l'équation différentielle, puisqu'on a E égale, lorsqu'on se débarrasse de l'intensité I, on arrive directement sur cette équation. Et je vais la mettre sous forme canonique, c'est-à-dire un coefficient 1 devant la dérivée première, sur taux égale grand E sur taux, avec taux égale RC, un temps caractéristique. Donc ça c'est vraiment ultra classique quand on étudie. Quand on a étudié les circuits du premier ordre, ça c'est vraiment le truc que tout le monde, enfin qu'on doit savoir faire. Question 2, je crois qu'on demande la détermination de U en 0+. Donc on va simplement dire que la tension aux bornes du condensateur est continue. Donc on en déduit que U en 0+, c'est U en 0-. Et ça vaut 0 parce que ça doit être marqué dans l'énoncé. Le condensateur est initialement déchargé, c'est la première phrase du sujet. Donc l'énoncé il vous dit que le condensateur est initialement déchargé. Voilà, donc on a le résultat. Donc U en 0+, c'est égal à 0, et on encadre le résultat. On vous demande à la question 3 de résoudre cette équation différentielle, il me semble. C'est ça. Donc on va appliquer la méthode habituelle. Donc on va commencer par la solution sans second membre. Donc je vais l'appeler U1.
c'est de la forme A exponentielle moins t sur tau. Ensuite, la solution particulière. U2 égale grand E fait l'affaire. Voilà, donc on voit tout de suite que si je réinjecte la tension constante grand E, ça vérifie l'équation différentielle. Je vous la remontre. Hein. Effectivement, la dérivée temporelle d'une constante, c'est 0. Si je dis que U égale grand E, bah, ça vérifie l'équation différentielle. La solution générale, c'est la somme des deux. Donc U de t, c'est égal à E plus 1 exponentielle moins t sur tau. Et enfin, la condition initiale, qu'on a déterminée à la question d'avant, U en 0. Alors, je mets U en 0 parce qu'il n'y a aucune ambiguïté. À partir du moment où on a dit que U en 0 plus égale U en 0 moins, ce qui en soi peut paraître évident, mais en fait, si on regarde ce qui se passe à t égale 0, on a quand même l'interrupteur qui se ferme, donc on a une discontinuité de la tension imposée au circuit, donc c'est pas du tout évident, quand il se passe quelque chose d'aussi brutal, on va dire, que U soit continu. Par exemple, dans ce circuit-là, I n'est pas continu. Donc le fait que U soit continu, il faut invoquer une loi physique. Donc, mais une fois qu'on l'a dit, on n'a plus besoin de préciser 0 plus ou 0 moins puisque c'est continu. Donc je reprends, ça vaut 0, mais ça vaut aussi E plus A exponentielle 0, puisqu'on a le résultat juste au-dessus. Et j'en déduis que la constante A vaut moins E, et du coup, bah, je réponds à la question pour T positif. Là, on a cette expression pour la tension U. Alors je vais rapidement faire le tracé. U en fonction du temps, et puis je vais aussi, puisque c'est la question d'après, hein, question 4, tracer le portrait de phase de la tension U. Donc je vais en fait tracer les deux. Même si c'est pas demandé, le tracé de U de T, je vais quand même le faire. On va dire c'est une habitude. Même si c'est pas demandé, je le fais. On va commencer donc avec par tracer des axes. Une fois que c'est fait, je gradue ces axes. Donc ici, ce sera U, là, c'est le temps. Et je vais placer le temps caractéristique tau, disons, ici. Donc là, j'ai gradué l'axe des abscisses. J'ai placé E ici. Donc, je vais avoir... allez, je le mets en bleu. Donc ça, c'est l'asymptote infini. Je sais que quand t est très grand, et ben, la tension U va tendre vers cette valeur. Je démarre de la tension qui est là, hein, je démarre de 0, je trace la tangente à l'origine, ça veut dire que je vais reporter tau sur l'asymptote infini. Donc là, moi j'ai de la chance, je peux facilement le faire avec en translatant le segment que je suis en train de tracer. Donc ça c'est facile à faire. Bon, évidemment sur votre copie, bon, c'est pas très grave. Hein. Alors, donc je vais placer tau au niveau de l'asymptote infini. Ça veut dire que là j'ai ce point là et je trace la droite. Voilà, ça c'est la tangente à l'origine.
Et je sais que quand t égale taux, la courbe elle doit passer à peu près par ce point-là. Du coup, là maintenant je peux compléter le tracé. Ouais, donc là, ouais, c'est pas trop mal. Voilà. Donc ce n'était pas demandé, mais je fais quand même le tracé. Maintenant, je vais tracer le portrait de phase. Donc, je me redonne des axes. Donc cette fois-ci, l'axe des ordonnées, c'est... Je me rends compte que je pourrais déplacer un petit peu ce diagramme. Je le mets un petit peu plus bas. Je continue le tracé de mes axes. Donc en abscisse, je vais avoir U. En ordonnée, c'est D de U sur D de T. Là, c'est U. Je gradue l'axe des abscisses. Et je sais que le portrait de phase, en fait, il va... je peux le déduire facilement de l'équation différentielle. En effet, si je reprends l'équation différentielle, qui est ici, D de U sur D de T plus U sur taux égale E sur taux, je vais la réécrire ici, et je vais isoler D de U sur D de T, puisque c'est en ordonnée. Ça fait E sur taux moins 1 sur taux fois U. Donc ce que vous reconnaissez ici, c'est l'ordonnée. Ce que vous reconnaissez ici, c'est l'abscisse. Là, vous avez la pente. Et l'ordonnée à l'origine, c'est E sur taux. Donc on va placer tout ça. Donc je vais mettre E sur taux ici. Et je vais pouvoir placer... C'est l'équation d'une droite, tout simplement. Alors on va la mettre comme ça. Et bien sûr, il faut flécher le diagramme. Alors on précise que la pente, c'est moins 1 sur taux. Et je flèche le diagramme. Je sais que quand je suis dans le demi-espace supérieur, U augmente. Donc je dois me déplacer comme ceci. Quand je suis dans le demi-espace inférieur, U diminue. Donc je me déplace comme ceci. Ça veut dire qu'ici, j'ai forcément l'état final. Et je peux préciser que dans ce cas particulier, l'état initial, il était ici. Il pourrait être n'importe où. Ce que je peux vous garantir, c'est que l'état final, il est forcément sur l'axe des abscisses. L'état initial, il peut être n'importe où. Ça dépend des conditions initiales. Donc voilà pour le portrait de phase de ce circuit. Et on va pouvoir passer à l'étude énergétique. On vous demande quelle est l'énergie stockée par le condensateur, puis l'énergie, dans la question d'après, fournie par le générateur. Et après, on vous demande de faire un bilan. Alors pour l'énergie stockée par le condensateur, donc je vais simplement prendre un résultat de cours. C'est 1/2 de CU carré. L'état initial c'est U égale 0, et l'état final c'est U égale E. Donc c'est 1/2 de CE carré. Voilà, donc là je m'appuie sur un résultat de cours et je peux faire cette question très très facilement. Après tout, là on ne vous demande pas de la démonstration de cette formule. Je passe à la question 6. Là par contre, il va falloir faire un petit calcul. Le travail fourni par le générateur, c'est l'intégrale. Donc je vais mettre l'état initial, l'état final, sans préciser, sans plus de précision. Et je vais sommer tous les travaux élémentaires pour aller de l'état initial à l'état final. Je sais que c'est la puissance qui dépend du temps fois d de t.
Et la puissance, on sait que c'est... dans le cours, c'est écrit U fois I, mais il faut bien voir que ici, comme on s'intéresse au générateur, la tension, c'est pas U, c'est E. Voilà, donc la tension aux bornes du générateur est grand E. Et elle est constante. Voilà, faut juste faire attention à ça. Donc, je peux continuer mon calcul. E étant constant, je peux le sortir de la primitive. Et I fois D de T, hein, j'utilise un résultat de cours, hein, c'est D de Q, c'est I fois D de T. C'est-à-dire que si vous avez une quantité de charge D de Q qui circule pas en D de T, elle s'écrit comme ça. Donc c'est l'intégrale du coup de D de Q. Et je peux enfin préciser les bornes de l'intégrale. Donc une primitive, ça c'est facile, hein, c'est Q entre Q de 0, en fait qui est nul, puisqu'on vous dit que le condensateur est initialement déchargé. On peut le rappeler, hein, le condensateur est initialement déchargé. Et pour la quantité de charge Q infini, en fait c'est un résultat de cours. Dans le cours, il y a écrit que la charge portée par l'armature qui reçoit vers lequel est orientée l'intensité I, enfin, l'armature qui est alimentée par I en fait, on peut le dire plus simplement, c'est Q égale C fois U. Donc pour la retenir, on dit Q égale Q, et comme ça on le retient très facilement. Donc en fait Q infini, c'est C fois la tension aux bornes du condensateur lorsque U vaut l'infini. C'est-à-dire C fois E. Donc le résultat de cours, je vais l'indiquer ici. Donc résultat de cours. C'est pour information, c'est non demandé hein, dans une copie. Hein, vous n'êtes pas obligé, je veux dire le cours, vous pouvez puiser dans votre cours pour résoudre les problèmes. Donc je vous rappelle juste le résultat. Si vous avez un condensateur, vous avez une intensité I, une tension, alors je vais placer en convention récepteur, U, donc U est dans un sens, I dans l'autre. J'appelle Q la charge portée par cette armature, et donc on a, j'ai pris un petit peu trop de place. Voilà, donc j'ai simplement diminué la taille du rectangle. Je répète, hein, ça c'est... vous n'êtes pas obligé de le rappeler, hein, c'est un résultat de cours, donc vous pouvez vous en servir. Finalement, je peux répondre à la question, puisque le travail du générateur, que fournit le générateur, c'est égal à C fois E carré. Donc c'est un résultat assez étonnant, puisque c'est le double de l'énergie stockée par le condensateur. Et je vais maintenant faire un bilan d'énergie. Donc on peut faire le bilan comme ça. Hein, on se doute bien que toute l'énergie qui n'a pas été stockée par le condensateur, elle a été dissipée par effet Joule. Donc on peut l'écrire comme ça. Donc toute l'énergie fournie par le générateur, qui n'est pas stockée, générateur non stocké par le condensateur, est dissipé par effet Joule.
condensateur est dissipé par effet Joule. Alors si je le dis comme ça, c'est très convaincant. Je vais quand même proposer une démonstration. Donc le travail dissipé par effet Joule, c'est CE carré moins 1 demi de CE carré. Donc je mets en équation ce qu'il y a juste au-dessus. Et donc c'est 1 demi de CE carré. Ça veut dire qu'il y a autant d'énergie dissipée par effet Joule que d'énergie stockée lorsque je charge un condensateur. Donc le rendement c'est 5%. Donc la preuve de ce que j'avance, je vais simplement partir de E égale RI plus U. Je fais fois I, donc ça fait E fois I égale RI carré plus U fois I. Je mets le signe intégral entre l'état initial et l'état final. Alors ce qu'on a vu, c'est que bien sûr, j'oublie une chose, hein, c'est en fait c'est fois I fois D de T pour bien faire. Là on reconnaît le travail fourni par le générateur. Ici on reconnaît l'énergie dissipée par effet Joule. Et ici on reconnaît le travail, l'énergie que stocke le condensateur. Donc là c'est une démonstration. On montre vraiment que l'énergie fournie par le générateur se divise entre ce qui est dissipé par effet Joule et ce qui est stocké par le condensateur. Voilà, donc j'ai répondu à la question 7. Je vais pouvoir passer à la question 8, mettre en équation le montage qui est ici. Donc on va le reprendre tel quel. Pour les applications numériques, vous avez ici des valeurs qui sont données, hein, qui nous seront utiles quand on fera la question 9. Voilà, on va écrire la loi d'Ohm. Enfin, oui, loi d'Ohm, il n'y a qu'une seule résistance. Donc c'est W égale RK, loi des nœuds. Donc là, on va en écrire qu'une seule loi des nœuds parce que, alors, il y a 2 nœuds, c'est vrai, mais comme le circuit, il n'y a pas de fuite de courant, si j'écris une loi des nœuds à un nœud, je vais retrouver la même à l'autre nœud. Donc je vais en écrire qu'une seule. Donc K égale I plus J. Loi pour le condensateur. Ça fait J égale C D de V sur D de T. Ensuite, la loi pour le dipôle. Alors on vous suggère de l'écrire comme ça, I égale F de U. En fait on n'a pas trop le choix parce que le dipôle D a une caractéristique qui n'est pas linéaire, enfin, elle n'a rien de particulier, elle est donnée par une courbe qui est plus loin dans l'énoncé, et on vous suggère de l'écrire comme ça. Et je vais écrire les lois d'émail, donc là je vais en écrire 2. Donc les lois d'émail, ça va être, on va dire, je vais la faire ici, et puis je vais en faire une deuxième ici. Donc ça va donner E moins RK, ouais, enfin moins W, moins U égale 0, et l'autre loi c'est U égale, enfin U moins V égale 0. Voilà, donc j'ai toutes ces équations et l'idée maintenant c'est d'obtenir une équation différentielle en V. Voilà, j'ai recopié l'ensemble des équations et je vais petit à petit me débarrasser de tout ce qui n'est pas V. Donc là je vais éliminer U, c'est ce qui est le plus simple en fait. Donc ça me donne W égale R fois K. K égale I plus J. Donc là je recopie les équations
E égale W plus V, J égale C D de V sur D de T, et I égale F de V. Voilà, je suis passé à 5 équations. Donc maintenant, disons que je me débarrasse de K. Donc ça donne W égale R I plus J, E égale W plus V, J égale C D de V sur D de T, I égale F de V. Maintenant, je vais me débarrasser de J. Allez, je vais me débarrasser de J. Je vais continuer mon calcul en dessous. Alors, ça donne W égale RI plus RC D de V sur D de T. E égale W plus U. I égale F de V. C'est pas plus U. Je fais réapparaître une variable dont je me suis débarrassé. C'est pas bien. C'est W plus V. Donc oui, c'est bon. Donc là j'ai presque fini, hein, puisqu'il me reste deux variables dont je dois me débarrasser. Allez, je vais me débarrasser de I. Donc c'est W égale R F de V plus RC D de V sur D de T. E égale W plus V. Et enfin, j'ai mon résultat, hein, puisque j'ai juste à me débarrasser de W et on a finalement le résultat. Oh mince. Voilà. Donc ça fait R fois F de V plus RC D de V sur D de T. C'est bien ça, hein, W, plus V. Et j'ai mon équation différentielle. Voilà, donc je vais pouvoir répondre à la question 9. Alors je me suis rendu compte qu'il y a une erreur d'énoncé dans le diagramme. Malheureusement, le nom des axes je les ai intervertis, j'ai pas fait attention. Normalement l'intensité, donc pour que vous voyez bien. Donc c'est ce diagramme-là. La tension, elle devait être en abscisse et l'intensité en ordonnée. Et là, malheureusement, j'ai produit ce graphique en inversant les axes. Donc malheureusement, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc ce que je vais faire, c'est deux corrections. Une première correction avec les données telles qu'elles sont dans l'énoncé, c'est-à-dire ce que vous auriez dû faire du coup avec cet énoncé là, et puis après je ferai une autre correction de ce que je voulais faire en vrai, malheureusement. Donc du coup ça posera des petits problèmes au niveau de la question 10 et 11 parce que du coup les questions 10 et 11 n'auront pas de sens avec à cause de cette erreur là. Donc, bon. Donc je fais la correction. Donc erreur d'énoncé. Ici l'axe c'est U. Et ici l'axe c'est l'intensité. Alors je corrigerai après. Je précise juste qu'il y a une erreur d'énoncé. Donc première correction. Donc avec le diagramme tel qu'il est proposé dans l'énoncé. Donc c'est un peu dommage parce que du coup ça
ça invalide les questions 10 et 11. On va voir ça dans un instant. Donc ce que je vais faire, c'est reprendre l'équation différentielle qui est là. Donc ça par contre, c'est indépendant de l'erreur que j'ai faite. Ce que je veux, c'est tracer un portrait de phase. Donc j'ai besoin de dv sur d de t, et en fait ça vaut ceci. Alors comment je passe de l'équation qui est ici à l'équation que je viens d'écrire? Et bien en fait on regarde l'énoncé et on vous dit que E, donc c'est marqué ici, E ça vaut 2 volts, R ça vaut 1 ohm et C 1 farad. Donc ces valeurs elles sont pas réalistes, mais elles sont juste prises comme ça parce que ça simplifie en fait la résolution. C'est juste pour ça. Donc si je remplace R par 1 ohm, c'est par 1 farad, E par 2 volts, j'isole dV sur d de t, ben j'arrive tout de suite à cette équation. Donc je vais pouvoir tracer mon portrait de phase. Donc là on reconnaît l'ordonnée. Et là on reconnaît l'abscisse. Je vais commencer le diagramme. Donc je vais me donner des axes. Donc ici on a d de v sur d de t en ordonnée et v en abscisse. Alors je vais prendre en fait des points sur le tracé. Je précise que I c'est f de u, c'était dans l'énoncé. Donc l'intensité que vous avez ici, c'est une fonction, la fonction est représentée de u. Alors commençons par le point qui est là, le point A. C'est 0 volt 0 ampère. Donc si on regarde, donc f de 0 ça vaut 0, 0, donc ça fait d de v sur d de t égale 2. Donc je vais me retrouver, il est temps de graduer l'axe des ordonnées. Ici je mets 2. Donc là j'ai 1, moins 1, etc. Donc le point A, il va donner sur le portrait de phase ce point-là. Je vais ensuite prendre ce point-là. Je l'appelle B. Au niveau de l'intensité, j'ai à peu près 0,7 ampères et 0,8 volts à peu près. Donc si je calcule d de v sur d de t, ça fait 2 moins 0,7 moins 0,8, et sauf erreur, ça fait 0,5. Donc pour 0,8 volts, j'ai, il est temps aussi de graduer cet axe-là, donc c'est 1, 2, 3, 4 volts. Donc pour 0,8, j'ai 0,5 à peu près. Donc le point B, sur le portrait de phase, il va donner un point qui se trouverait à peu près ici. Je continue, je prends un point, allez, je l'appelle évidemment C. Donc là ici j'ai 0,2 ampères et on va dire 2,4 volts. Donc pour V qui vaut 2,4 volts, donc je suis à peu près ici. Si je fais 2 moins 2,4 moins 0,2, ça fait moins 0,6. Donc je dirais ça fait un point C qui se trouve par là. Ensuite je vais prendre en fait j'ai un point qui est pas mal, qui se trouve ici. Tout cela il est facile. C'est 0,5 ampères et 1,5 volts. Donc ça fait 0. Donc le point D il est ici. Je prends un point
qui est ici. Donc je l'appelle E. Vous avez 1 ampère et 3,2 volts à peu près. Ça me fait dV sur D2T qui vaut 2 moins 1 moins 3,2. Donc ça fait moins 2,2 pour 3,2. Donc je suis à peu près ici. Ouais, donc le graphe il est pas bon, il est pas passionnant. Pourquoi? Parce que j'ai mal nommé mes axes. Bon, tant pis. Je peux faire le tracé du portrait de phase. Donc je vais commencer la courbe comme ça. Je passe par le point B, on a un petit point d'inflexion, puis je redémarre. Je passe par le point C, puis le point E. Je peux flécher mon diagramme. Je sais que quand je suis dans le demi-espace supérieur, le fléchage il est comme ceci. Et dans le demi-espace inférieur, j'ai un fléchage dans l'autre sens, un V diminue. Donc ça c'est le portrait de phase avec l'erreur d'énoncé. Donc les axes sont mal nommés. Le nom des axes a été échangé. Bon. Donc ça veut dire que si un candidat produit ce portrait de phase, ben, faut considérer que c'est tout à fait, il a tous les points. C'est correct. Mais du coup, la question 10 et la question 11 sont invalides. Hein, on peut rien en faire. Donc la question 10, je peux rien en faire. Et la question 11, pareil. Hein, donc malheureusement, la position d'équilibre, elle est stable. La position d'équilibre, hein, c'est la position qui se trouve ici. Voilà, ça, c'est la position d'équilibre. Elle est clairement stable, il suffit de regarder le fléchage. Donc à cause de cette erreur d'énoncé, la question 10 n'a pas de sens. La position d'équilibre est stable. Et ici, il n'y a pas de cycle. Voilà, donc c'est. Et je vais vous montrer bon, quoique le diagramme il est pas mal comme ça. Je n'ai même pas besoin de vous montrer ce que ça aurait donné informatiquement. Je vais proposer dans la suite, je vais refaire la question 9, mais cette fois-ci en inversant les axes, tel que j'aurais aimé que vous le traitiez. Et cette fois-ci, ce sera un petit peu plus intéressant, puisque la question 10 et la question 11, tout d'un coup, vont prendre un sens. Donc je recommence la question 9 en corrigeant l'erreur d'énoncé. Donc je vais reprendre le diagramme, et cette fois-ci je vais renommer les axes. Et je vais tracer le diagramme, le portrait de phase avec cette fois-ci ce que je voulais faire en fait. Donc du coup, cet axe-là, c'est pas U, c'est I, qui est égal F de U. Et cet axe, l'axe du dessous, c'est U. Voilà, donc c'est vraiment une erreur bête, hein, j'ai interverti 2 lignes de code lorsque j'ai produit le diagramme. Bon, tant pis.
Et je vais reprendre les points que j'ai pris tout à l'heure. Donc ici le point A, le point B qui est ici, le point C, donc c'est peut-être pas les mêmes couleurs, et je vais prendre le point D ici, et le point E, allez, je le prends ici. Et je vais tracer le portrait de phase. Donc je rappelle que D de V sur D de T, donc ça c'est toujours vrai, hein, c'est 2 moins V moins F de V. Et je vais tracer le portrait de phase, cette fois-ci avec le bon diagramme, la bonne caractéristique. Donc là on a D de V sur D de T, V. Je gradue l'axe. Ici, je vais prendre la graduation 1 ici et 2 ici. Donc là, évidemment, le graphique, il est fait à la main, donc ça, on peut, notamment si on a une règle graduée, faire beaucoup mieux. Si je prends le point A, U vaut 0, F de U vaut 0, donc on a de nouveau, donc ça, le point, lui, il n'a pas changé. Le point A, il est là. Si je prends le point B, on a cette fois-ci I qui vaut, ben ça c'est pareil, 0,7 ampères, et U qui vaut allez, 0,8 volts. Et donc on a un point qui cette fois-ci se trouve, alors U vaut 0,8 volts, on est à peu près ici. Le point B il est là. Si je regarde le point C, on a cette fois-ci une tension qui vaut 0,2 volts et un ampérage qui vaut 2,4 ampères. Donc je suis à moins 0,6, mais cette fois-ci V vaut 0,2. Donc je suis à moins 0,6, donc le point C il est là cette fois-ci. Je passe au point D. Le point D c'est I qui vaut 3,2 ampères. Et V, et enfin U qui vaut 1 volt. Donc on est à moins 2,21, donc ça fait moins 2,21, on est à peu près ici. Donc ça c'est le point D. Et le point E, on est donc 2 volts pour les coordonnées. L'intensité, on va dire 3,6 ampères. Et pour la tension, 2 volts. Donc ça me fait moins 3,6 et 2, donc le point E sur le portrait de phase, il est à peu près ici. Et du coup, je peux tracer l'allure du portrait de phase, qui est un petit peu plus intéressante que tout à l'heure. On a quelque chose comme ça. Ensuite, on rebrousse chemin. Et ensuite, on récupère le point D et le point E. Donc là, ici, c'était le point D, le point E, le point C et le point A. On flèche le diagramme. Donc ici, on sait que on a une augmentation de V lorsque je suis dans le demi-espace supérieur. Donc ici, on a une augmentation de V. Et là, on a une diminution. Donc cette fois-ci, on remarque que l'état d'équilibre, la position d'équilibre, c'est le croisement avec l'axe des abscisses, hein, lorsque D de V sur D de T vaut 0. Hein, donc la position d'équilibre, elle est là. Si on regarde le fléchage, elle est instable.
la position est instable. Donc du coup, la question 10, elle prend tout son sens. Dans question 10. Donc d'après le fléchage, la position d'équilibre est instable. Voilà, il suffit simplement de regarder le fléchage. Et à la question 11, on vous demande de mettre en évidence qu'un cycle va se mettre en place. En effet, le cycle il va ressembler à ça. Donc je suis le fléchage, et quand j'arrive ici, donc je recommence, donc là je suis le fléchage, et quand j'arrive ici, je vais rejoindre la branche inférieure, puis je vais de nouveau suivre les flèches. Alors là je trace à l'envers parce que en fait j'arrive pas à le tracer dans le sens de la flèche. Voilà, donc je parcours ensuite cette branche là, et quand j'arrive au point C, je récupère, je reviens à la branche initiale, et ainsi de suite. Donc ce truc là ne s'arrête jamais, quoi. Donc on a un cycle qui est parcouru. Représenté ci-dessus, qui est parcouru indéfiniment. En fait, on a une sorte d'oscillateur qui est parcouru indéfiniment. Donc on a une sorte d'oscillateur. Ouais, on peut l'écrire, on rédige comme ça, après tout. On a une sorte d'oscillateur. Voilà, donc normalement c'est comme ça qu'il fallait répondre à la question s'il n'y avait pas eu cette maudite erreur d'énoncé. C'était pas grand chose, hein. C'est juste I et U qui ont été invertis et ça donne pas du tout le même résultat. Voilà, donc évidemment, les deux solutions devront être considérées comme correctes. Puisque là, quand il y a une erreur d'énoncé, vous n'y êtes pour rien, évidemment. Et donc il faudra envisager les deux cas et considérer que c'est juste dans un cas comme dans l'autre. Voilà, je vais m'arrêter là pour la correction de cette partie, hein, puisque cette fois-ci j'ai répondu à toutes les questions, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.